Aujourd'hui dans les stupidités du feed game, ça va être du 3 en 1. J'ai pas voulu m'attaquer à une vidéo qui rassemble plein de bêtises, mais au contraire plein de bêtises chez des gens divers et variés. En plus, les personnes dont je vais analyser les propos aujourd'hui, j'ai plutôt de la sympathie pour elles, que ce soit Jean de All Musculation, Sissi Mua ou, comment il s'appelle déjà, Raphaël Cuesta. Bref, ce sont des personnes que je trouve appréciables. En plus, Jean ou Sissi se prennent beaucoup de critiques, notamment sur leur physique. Jean, parce que aux yeux des personnes, il aurait pas un physique bon pour quelqu'un qui fait de la musculation depuis aussi longtemps, alors que je rappelle qu'il est père de famille, chef d'entreprise et qui doit pas avoir non plus des tonnes de temps à consacrer à la musculation, en plus du fait qu'il est un petit peu plus vieux que la majorité des gens du feed game. Et puis Sissi, on la qualifie de sac d'os, alors que pour moi, elle a rien d'une anorexique. Bref, j'aimerais bien, comme d'habitude d'ailleurs, parce que je le dis très souvent, qu'on dissocie les propos tenus, qui peuvent être totalement mauvais, de la personne en elle-même, ok? Et surtout en commentaire, je veux pas voir de bashing comme ça pour rien. Parce qu'on va pas se mentir, les titres et les miniatures aguicheuses que je peux mettre, oui, il faut attirer le clic, pourquoi est-ce que t'es venu, hein? Bref, ces deux choses-là amènent souvent à des réactions fortes, épidermiques. On dirait que je m'en prends directement aux personnes, alors que c'est pas le cas. Et si tu es nouveau sur la chaîne, que tu me découvres via cette vidéo, les stupidités du feed game, ce sont des analyses en fait de vidéos ou de posts Instagram, bref, de choses que disent les grandes personnes du feed game, qui sont factuellement fausses, en tout cas de ce qu'on en sait, et de ce que j'en sais, moi particulièrement, vis-à-vis de la science actuelle, parce que je peux très bien me tromper, hein. Voilà, il faut pas prendre ma parole pour argent comptant, mais j'essaye quand même de vérifier un minimum ce que je dis. Et sur ce, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai une annonce qui, je pense, peut être intéressante si tu aimes la vidéo. Cette vidéo-là de All Musculation, elle est un petit peu particulière parce que on me l'a envoyée quand j'ai justement parlé de l'exercice qu'ils essayent de débunker dans la vidéo. Donc je vais te mettre ma vidéo réalisée sur Insta juste avant la séquence pour que tu comprennes un peu mieux de quoi je veux parler. Le Brignol Squat est un mouvement ultra intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que la ligne de résistance, grâce à la poulie, est bien plus dirigée à la perpendiculaire des tibias. Comme les leviers opérants des quadriceps sont les tibias, si tu le fais bien, tu ressentiras donc beaucoup les quadriceps. Le deuxième, c'est qu'encore une fois, grâce à la poulie, la ligne de résistance est adaptée. Quand on est en bas du mouvement, la ligne de résistance est maximale. Ça tombe bien, ça correspond au pic de force du muscle. Et plus on remonte, moins la résistance est grande, en adéquation avec la force. Comme c'est à la poulie, ça évite de surcharger ta colonne et tes structures passives. En revanche, les quadriceps sont des muscles costauds, tu auras donc besoin de pas mal de charge. Pour ça, tu peux utiliser un vis-à-vis. Voilà, maintenant on va voir quelques points de la critique qu'ils ont à en faire. Petites erreurs petites qu'on voit en salle, et donc des exercices qui sont pas très efficaces pour votre training, et on va vous donner des exercices de remplacement. Bien souvent, ces erreurs viennent d'une raison toute simple, les réseaux sociaux, parce que beaucoup d'influenceurs ou influenceuses trouvent intéressant de montrer des exercices peu efficaces, mais qui sont originaux. Et donc ça fait toujours quelque chose d'intéressant à partager sur les réseaux, mais c'est pas toujours utile. Déjà, je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a une énorme condescendance. Genre, oui, mais les influenceurs, ils vous montrent des exos inutiles, mais c'est parce que, en fait, ils ont envie de se faire mousser, etc., etc. Et j'ai pas l'impression qu'ils se soient vraiment posé la question de se dire est-ce que cet exo va être efficace, mais plutôt qu'ils avaient une idée préconçue de l'exo et qu'ensuite ils sont allés en mode de toute façon c'est pas efficace, donc on va expliquer pourquoi ça l'est pas. On va avoir plus de tension dans les bras, plus de tension dans les épaules, plus de tension dans le haut du dos, plus de tension dans le bas du dos, et plus vous allez mettre de charge, plus ces tensions là vont s'accentuer, et la tension, elle, dans les quadriceps, n'a pratiquement pas bougé. Premier point, il parle du fait qu'un exercice doit absolument être dans l'axe du corps si on veut pas que ça mette de la tension sur le dos, sur je sais pas quoi. Mais à ce moment-là, on fait pas du soulevé de terre, parce que le soulevé de terre, c'est pas dans l'axe du corps. Et il y a beaucoup plus de tension que sur un squat à la poulie comme ça. Enfin, on appelle ça plutôt un Brignol Squat. Quoique je t'apprends rien, parce qu'en fait je l'ai appelé comme ça dans ma vidéo Insta que t'as déjà vu. Et du coup, comme on le voit, c'est un non-souci, donc on passe à la suite de l'argumentaire. Les muscles, ils servent à quoi? Ils servent à lutter contre une résistance. Et pour que le travail soit efficace, il faut que la résistance soit dans l'axe de travail des muscles. Quand on veut faire des squats, l'objectif est d'avoir une résistance verticale. Ici, on a une résistance horizontale. Donc c'est vraiment pas le bon axe de travail. Oui, mais c'est pas dans l'alignement des quads, du coup c'est pas bien. Je comprends pas cet argument en fait. À quel moment tu te retrouves dans l'alignement des quadriceps quand tu fais un squat? Tes quadriceps, ils bougent tout le temps en termes d'alignement pendant le mouvement. En fait, même le truc majeur qui plaide pour le Brignol Squat, enfin le Brignol Squat, t'appelles ça comme tu veux, à l'anglaise, à la française, c'est que le câble de la poulie, il va s'opposer, pas s'opposer, mais il va être perpendiculaire plutôt à ton tibia. Sachant que ton tibia, c'est le point d'accroche de ton muscle quadriceps, et bien en fait,
plus ça va être perpendiculaire à ton tibia, je crois d'ailleurs que c'est Doug Brignoli qui appelle ça ton levier opérant, c'est pas un vrai terme de biomécanique mais c'est plus facile pour comprendre, plus du coup c'est perpendiculaire à ton levier opérant, plus tu vas avoir de tension dans le muscle qui fait agir ce levier opérant. Donc en fait ça cible beaucoup mieux les quadriceps, c'est l'équivalent d'un sissy squat, sauf que c'est pas toi qui bouge autour de la gravité. Et donc en exercice de remplacement, on aura le goblet squat qui sera bien plus efficace que l'exercice qu'on vous a montré tout à l'heure, puisque la charge est bien placée pour que la contraction des quads soit optimale. Le goblet squat en fait, même s'il te permet de te tenir plus droit, bah il va pas augmenter l'angle d'inclinaison du tibia par rapport au sol, sachant que justement la gravité comme elle est perpendiculaire au sol, plus ton tibia sera parallèle à ce sol-là, plus tu auras de tension dans tes quadriceps. Donc si on veut vraiment privilégier le fait de cibler les quadriceps, le Brignoli squat c'est quand même bien mieux qu'un goblet squat. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, même si ils l'ont dit au début de la vidéo, et je te mets l'extrait. Allez, premier exercice à pas faire, le squat à la poulie. Plusieurs raisons. Déjà parce que la poulie n'est pas l'accessoire le plus efficace pour travailler globalement la croissance musculaire. Franchement, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que la poulie elle est pas optimale pour développer tes muscles. Je veux dire, justement, la poulie, ça te permet d'avoir des axes différents de lignes de résistance en fait. Et du coup, c'est un outil super. Alors, je dis pas que les poids libres sont inférieurs à la poulie, mais prétendre que la poulie serait inefficace pour le développement musculaire, enfin, sans transition, Sissi Mua. Le titre de sa vidéo me vend du rêve. Guide complet pour prendre des fesses. Néanmoins, il est quand même ultra important de rester réaliste. Et oui, si tu as un petit cul de naissance, ça va être compliqué d'avoir le booty de Kim Kardashian, on est d'accord. Alors là, par exemple, c'est un mythe qui est extrêmement répandu dans le fitness, c'est que si jamais tu commences avec un muscle ou un corps en entier qui n'est pas très musclé, eh bien tu auras plus de mal à avoir cette partie de ton corps là ou ton corps en entier qui se développe par rapport à quelqu'un qui est plus musclé de base. Alors qu'en fait à l'échelle scientifique on n'a pas constaté de lien, et ce qui semble normal en fait, parce que si tu es maigre de base, si tu es plus mince que les autres, il y a de fortes chances que ce soit parce que tu es en sous-nutrition. Alors en tout cas, pas en sous-nutrition genre d'un point de vue maladif, mais juste en sous-nutrition vis-à-vis de ce que tu pourrais développer en termes de masse totale. Donc si tu augmentes tes quotas de nourriture et que tu commences la musculation en parallèle, tu vas prendre de façon conséquente. Le seul truc vrai qu'il pourrait y avoir là-dedans, c'est le taux de testostérone qui a bien été analysé par James Krieger de Weightology, qui en fait t'explique que si jamais tu as un taux de testostérone qui est plus important, tu vas avoir plus de chances, enfin non, c'est même pas plus de chances, tu vas développer plus de muscles en fait, proportionnellement à ce taux de testostérone. Du coup, si je devais résumer ça simplement, si on a deux individus qui font la même taille, qui ont le même poids, mais qu'il y en a un, il a plus de masse musculaire de base que l'autre sans faire de sport, il y a de fortes chances que ce gars-là ait plus de testostérone et donc du coup qu'il ait plus de potentiel de développement de masse musculaire. Forcément, si vous prenez du gras lors d'une prise de masse notamment, vous allez prendre du booty, ça sera peut-être un petit peu accompagné des fois de capitons ou cellulite, c'est normal, c'est propre à la femme, on stocke là et c'est on va dire c'est un processus naturel chez le corps. Les capitons sont assez difficiles généralement à déloger, mais avec des bonnes méthodes, on peut y arriver. Alors je ne suis pas spécialiste de la question, donc je peux me tromper, et si jamais c'est le cas, je mettrai un lien en affichage sur la vidéo, en description, etc. Enfin, je ferai la recherche nécessaire avant de publier la vidéo, mais là je vais parler, on va dire, de ce que je sais et de ce que j'ai lu vaguement. Donc de ce que j'en sais, la cellulite, on peut pas la faire partir, on peut l'atténuer, en revanche ça, voilà, mais la faire partir, ça semble très étonnant, parce que c'est la façon qu'ont les femmes de stocker de la graisse. C'est une des façons en tout cas, je pense. Donc de ce que je m'en souviens encore une fois, il y a plusieurs types de cellulite, ça peut varier suivant si tu prends la pilule, les changements hormonaux, etc. etc. Mais la faire disparaître complètement juste avec les conseils sportifs ou de massage ou de choses comme ça, c'est un petit peu vendre du rêve aux gens. On ne sait pas exactement quels effets vont avoir ces traitements-là à l'échelle individuelle, et ouais, je trouve que bon, dire qu'on peut l'améliorer à la rigueur, mais la faire disparaître. On va donc miser sur le renforcement musculaire pour stimuler le moyen et surtout le grand fessier et ainsi développer musculairement le booty. Pour y arriver, il va s'agir de mélanger, mixer et toucher un petit peu à toutes les méthodes d'entraînement et d'intensification. Mélanger et mixer les méthodes pour faire du muscle. Mix and twist, bienvenue sur l'émission. Alors oui et non en même temps, parce que évidemment, si jamais tu es trop avancé et que tu as déjà bien bossé ton muscle, tu vas avoir besoin d'utiliser d'autres méthodes, d'autres techniques, ne serait-ce que pour
déjà varier les choses parce que en termes d'adhésion, c'est quand même plus intéressant en règle générale de varier les choses pour la majorité des gens. Mais en plus, on sait que si jamais il te manque un ou deux petits trucs parce que je sais pas, t'as pas assez bossé ton endurance et que du coup t'as des petits gains à faire en termes de grappillage, ça va être cool de faire changer les méthodes justement. Mais déjà je pense pas qu'il faille le faire en mode bouillabaisse un petit peu de méthode comme elle le recommande, et plutôt au contraire essayer de faire des choses un petit peu planifiées, un petit peu cohérente, parce que comme ça au moins tu sauras si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas et si tu dois passer à une autre méthode ou pas. Mais en plus, si tu es débutant ou en particulier débutante, parce que on va pas se mentir, ce sont des femmes qui regardent ces vidéos là en majeure partie du temps, eh bien tu auras tout intérêt à plutôt te contenter des 6 à 15 reps on va dire, et de faire la majorité de tes séries là-dessus, on va dire aller entre 10 et 20 séries sur ton fessier par semaine. Alors sur chaque groupe musculaire de ton fessier, donc on va dire 10 à 20 séries sur tes grands fessiers, et puis 10 à 20 séries sur tes moyens et 10 à 20 séries sur tes petits, même si je vois pas vraiment comment on peut isoler les petits et les moyens fessiers, donc bref, je vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, je dis 10 à 20 séries, mais la réponse est hautement individuelle et il me semble que c'est plutôt entre 5 et 15 séries. Voilà, pour que tu sois informé. Vous le savez, travailler le booty en isolé cible un seul type d'exercice et vous allez ainsi vous passer de tous les exercices polyarticulaires sous peine en fait de solliciter un petit peu trop vos jambes, et pourtant ce sont ces exercices-là qui vont véritablement vous aider à développer la masse. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que les polyarticulaires seraient indispensables pour la prise de masse des fessiers? Quand on a des exercices tels que le multi-hip ou le hip thrust, justement, tout leur objectif, c'est de faire grossir les fessiers en priorité. Alors pourquoi t'embêter avec des exos polyarticulaires qui ne vont pas cibler toute l'attention sur cette partie-là? Je dis pas que ça peut pas être utile, mais c'est certainement pas indispensable. Et ça vient d'une espèce de mythe de confusion entre force et tension mécanique. C'est pas parce qu'on a plus de force sur un exercice que nécessairement on va pouvoir mettre plus de tension mécanique dans tous les muscles qui sont impliqués dans cet exercice-là. En gros, pourquoi est-ce qu'on a plus de force dans cet exercice-là? Parce que plus de muscles peuvent être recrutés, donc on va avoir plus de tension qu'on peut générer. Mais cette tension-là, elle sera globale, elle ne sera pas localisée dans un muscle. Donc en réalité, si tu prends plus léger mais que tu fais un exo monoarticulaire d'isolation, c'est toi qui vois, tu peux même appeler ça analytique, bref, on s'en fout. Dans l'idée, si jamais tu fais ça, tu vas avoir plus de tension, ou au moins une tension équivalente, mais juste ciblée dans ton muscle. Donc moins de tension globale, mais plus de tension ciblée, ou en tout cas équivalente encore une fois. Et en plus sur toute cette partie-là, j'avoue, je suis un petit peu mesquin, je lui fais une sorte de faux procès, parce que juste derrière, dans son point numéro 7, ou je sais pas quoi, bref, dans un point derrière, elle va dire oui, alors en fait, il faut se concentrer quand même entre 6 et 20 répétitions, et puis après, plus tard, il va falloir essayer de varier un petit peu. Mais alors, dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire ce point-là avant? Le point où tu dis qu'il faut varier tout le temps. C'est pour meubler. 3, donc je vais vous partager du coup une technique que moi j'aime beaucoup, c'est la pré-fatigue, pour justement mieux recruter votre booty sur les exercices de type polyarticulaire. Il s'agit donc de la pré-fatigue, c'est-à-dire faire certains exercices isolés pour fatiguer le muscle que vous ciblez juste avant d'autres exercices polyarticulaires. Oula, alors là elle va parler de méthodes d'intensification et notamment on va s'attarder sur la pré-fatigue parce que c'est intéressant. La pré-fatigue, c'est déjà pas du tout ce qu'elle décrit. La pré-fatigue, justement, en théorie, c'est fatiguer plus un muscle pour qu'il soit moins impliqué derrière. En gros, la théorie, c'est que si par exemple tu défonces tes fessiers au hip thrust et qu'après tu fais des squats, forcément ils seront moins forts, ils seront plus fatigués, donc ça va être plutôt tes quadriceps qui vont contribuer au mouvement. Mais sur le terrain, pour être poli et courtois, on va dire que les résultats sont assez mitigés, voire totalement catastrophiques. Donc elle, je pense qu'elle a fait une confusion de terminologie, ça s'appellerait plutôt la préactivation. Et même la préactivation en vrai, oui, il y a des protocoles qui démontrent son utilité, mais il faut être précis dans la façon qu'on a de le mettre en place. C'est pas juste essayer de défoncer son muscle et puis après pour qu'il soit plus actif pour la suite. Non, c'est en gros, il faut faire plutôt de la potentiation en fait. C'est-à-dire, essayer de faire travailler son muscle, ensuite lui laisser suffisamment de temps de repos pour avoir des espèces de... C'est un peu compliqué à expliquer, mais je crois que c'est Chris Bursley qui en parlait bien. C'est en fait, on a des ions calcium qui restent en fait dans le muscle et
ça va tourner les têtes de myosine, enfin les chaînes légères, il me semble, lourdes, je sais plus, en tout cas des chaînes de la myosine, vers en fait des sites d'adhésion, on appelle ça comme ça, et je crois qu'on appelle ça des sites d'adhésion. Des sites de fixation, c'est ça le vrai terme, j'ai dû mettre un petit temps à m'en souvenir. En gros, ça va t'aider à ce niveau-là à avoir tes têtes de myosine en face des sites de fixation et ça va te permettre d'avoir donc plus potentiellement de force dans le mouvement derrière. Le reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'elle est trop imprécise là-dessus. Si elle parle à des débutants, pourquoi leur parler de méthodes d'intensification? Et si elle parle à des avancés, faut plus détailler. Après, on a toutes les méthodes type biset, superset, etc. Et en fait, bon, à part pour le superset agoniste-antagoniste, qui on sait peut faire gagner du temps et moins faire perdre en performance, voire pas du tout, tout le reste, ça n'a jamais été démontré comme aidant à faire plus d'hypertrophie. Oui, on le sent plus, mais quand on le compare à un entraînement classique en hypertrophie, ça fait pas plus de résultats. Ça permet juste éventuellement de gagner du temps et donc de pouvoir mettre plus de volume dans sa séance. Je pense notamment aux drop sets qui sont assez utiles là-dessus. De façon générale, si tu veux vraiment développer tes fessiers, moi je te conseillerais plutôt d'aller voir Brett Contreras. Alors, j'ai pas lu son livre, mais c'est, on va dire, le spécialiste mondial sur l'hypertrophie des fessiers. Et quand on voit le nombre de résultats qu'il a obtenus avec ses clientes, on peut être qu'admiratif et se dire qu'il doit quand même savoir un ou deux trucs, sachant qu'il est professeur en sciences du sport, enfin pas professeur, le vrai terme c'est docteur en sciences du sport, et qu'il a son propre labo de recherche. Alors maintenant parlons de la meilleure méthode pour prendre des épaules de Rafael Cuesta. Cuesta, j'ai rien contre lui, je respecte humblement le physique qu'il a réussi à développer. Bon, il y a beaucoup de génétique là-dedans, mais il y a beaucoup de travail aussi, et pour ça, comme je dis, il a mon respect. En revanche, ce qui me fait mourir de rire, c'est que je pense que c'est la personne qui incarne le mieux cette espèce de phobie des blessures qu'ont les bodybuilders. Et donc du coup, ils s'entraînent toujours à mi-course des mouvements. Ils font les trucs avec le plus de stabilité possible. Bref, ça en devient limite ridicule tant il y a de protection. Et limite, on pourrait se dire que les bodybuilders sont un petit peu fragiles par rapport à ça, psychologiquement. On va monter progressivement. L'avantage à le faire au sol, c'est qu'on va pouvoir avoir les épaules qui sont collées, donc toutes les omoplates qui sont vraiment contre le sol, et du coup on aura une meilleure stabilité pour pousser, on pourra pousser plus lourd, on aura moins de risques de déchirure, etc. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, je profite d'avoir des racks un petit peu plus hauts pour descendre moins bas, avoir moins gros étirements sur le pec. Et surtout en faisant ça, c'est qu'on va éviter la partie où le muscle est faible, c'est-à-dire le bas. On a le pec qui est le plus étiré en bas, plus on descend, plus le pec est étiré, il est faible, donc il pousse moins lourd, et en plus il risque de claquer. Donc on n'a aucun avantage à descendre super bas. Tu vois, c'est typiquement l'exemple de ce que je disais avant. Et puis entre nous, à quoi ça sert de pousser lourd si tu réduis l'amplitude? Oui, tu es plus faible en bas du mouvement, mais la littérature scientifique en fait va dans le sens que si tu mets de la charge sur des muscles étirés, tu auras plus d'hypertrophie, et ce même en mettant considérablement moins lourd. Et si tu te dis que tu vas plus te blesser en position étirée, etc., je te renvoie soit à la vidéo que j'ai faite qui s'appelle La culture de la blessure avec Michael Gundil et Frédéric Delavier. Alors non, je la fais pas avec Michael Gundil et Frédéric Delavier, pardon, sur ce que disent Michael Gundil et Frédéric Delavier. Je pense que tu pourras apprendre un ou deux trucs là-dedans. Sinon, j'en ai aussi un petit peu parlé avec Mathias dans le live de la tronche en biais. Et si je voulais être un petit peu plus taquin, je te dirais qu'en poussant très lourd comme ça, effectivement, tu as moins de chances de te faire mal musculairement. Et encore que, j'en suis pas sûr. Mais au niveau des tendons, on sait que en fait pousser très lourd en isométrique sur, on va dire, des charges supramaximales ou en excentrique, ça renforce tes tendons. Donc ça les renforce plus aussi que proportionnellement si tu les faisais travailler moins lourd, mais sur des mouvements à amplitude plus grande. Donc en fait, le fait de pousser lourd sur des amplitudes réduites, ça va mettre l'emphase sur ces tendons-là et pas sur les muscles. Ok, j'ai un petit peu eu l'impression de me perdre dans mon explication, donc j'espère que tu me suis encore, mais normalement, tu peux te repasser la vidéo au pire. Donc si tu sollicites plus les tendons comme ça, tu as peut-être plus de chances de te faire mal au niveau des tendons, d'avoir des tendinopathies. C'est le nom plus correct des tendinites. Alors non, je ne parle pas de Rafael Cuesta qui n'en est pas à son coup d'essai et qui a eu le temps de s'habituer à ces espèces de demi-reps. Mais je te parle à toi qui est derrière ton écran. Si tu te mets à charger tes barres comme un bœuf sur une demi-amplitude parce que t'en as la capacité, mais
qu'en définitive, du coup, tu n'as jamais fait cette partie de mouvement-là avec des charges plus lourdes parce que tu étais limité en fait à ce que tu pouvais prendre en amplitude complète. Et tu passes d'un exercice du coup que tu n'as pas l'habitude de faire avec ces charges très lourdes à d'un seul coup des charges très lourdes sur cette partie de mouvement. Je sais que je me répète, mais normalement ça devrait faire tilt. Tu n'as pas eu de progressivité. Tu risques plus facilement de te blesser. Alors me revoilà assez vite puisque la batterie de mon appareil photo m'avait lâché. Pendant le mouvement, j'aime bien faire des variations. On va plus ou moins orienter le poids vers le haut ou pas. Des fois, je brise un petit peu plus le coude et je remonte un petit peu vers l'arrière. Des fois, je mets plus droit. C'est probablement un très bon exercice pour les épaules, ce qu'il dit là. Mais j'ai un petit peu de mal, personnellement, avec la version debout et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le fait d'être debout, forcément, quand on va amener notre bras en abduction, on va se retrouver à avoir le maximum de tension. C'est là où on va ressentir le poids le plus lourd. Et paradoxalement, c'est exactement là où notre muscle va être le plus faible parce qu'il est en position raccourcie. Du coup, on peut beaucoup accélérer le poids au début parce qu'il nous semble tout léger, mais on peut très peu le maintenir là où la tension est la plus forte. Ce que je te conseillerais donc, c'est plutôt la version allongée de côté. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre le maximum de tension en bas, donc tu auras besoin de prendre des poids beaucoup moins lourds. Et en plus de ça, ça va être un petit peu plus en adéquation avec ce que peut te permettre ton épaule. Quel intérêt on a à mettre moins lourd ? En fait, si jamais tu te foires à un moment, et ça peut très vite arriver avec ce type d'exercice-là, tu sais, où, je sais pas, tu fais mal le mouvement et puis tu te fais un petit peu mal à la coiffe des rotateurs, etc., etc. Eh bien, avoir moins lourd, ça te provoquera moins de traumatisme. En plus, tu vas beaucoup plus ressentir la difficulté du mouvement et donc tu auras une fenêtre plus grande pour essayer de ressentir tes deltoïdes médians. Or, si tu regardes une vidéo pour prendre des épaules, le plus souvent, c'est que tu as un point faible épaule. Et ça peut venir d'un défaut de connexion corps-esprit. Attention néanmoins, je ne te dis pas que parce que tu as une mauvaise courbe de résistance, tu ne vas pas faire d'hypertrophie. C'est plus compliqué que ça. Je te dis juste que je pense, à mon niveau, que tu maximises tes chances de faire de l'hypertrophie en ayant une courbe de résistance adaptée pour toutes les raisons que je t'ai citées. Voilà, je vais vous montrer une technique qui est avancée. Je vais faire des répétitions un petit peu trichées. Donc pour cela, je vais mettre debout, comme ça je peux avoir un petit mouvement avec le buste, comme ça. Donc ça aide, je vais pouvoir pousser plus lourd grâce à cela. Faites attention à votre dos, donc c'est pour ça que moi je vais mettre la ceinture. Et ensuite je passerai assis au 22 kg, donc ça me fait un espèce de dégressif. J'aime bien travailler en lourd, c'est pas forcément conseillé pour tout le monde, mais c'est une des meilleures manières pour moi de progresser sur des élévations latérales, de mettre lourd. Donc c'est pour ça que je fais des trichés, je vous montre ça. Alors Raphaël, il va falloir arrêter avec cette obsession de vouloir prendre plus lourd en trichant tes mouvements, ok ? Bon, en vrai je te taquine parce qu'il y a un intérêt justement à ces triches-là, mais c'est peut-être pas celui auquel on s'attend. Et surtout, ça va te demander d'en être conscient pour en tirer un bénéfice maximal. Quand on triche, c'est en phase concentrique. Ça veut dire qu'en fait, on est au-delà de nos capacités concentriques. On ne peut pas faire aller ce poids-là à cet endroit-là avec juste notre force. En revanche, on peut très généralement, le plus souvent, donc du coup, faire en sorte de retenir ce poids dans la phase négative, la phase excentrique. Donc tricher peut avoir cet avantage-là. Oui, tu ne réalises pas bien l'exercice en concentrique, mais en excentrique, tu t'appliques sur la forme et donc du coup, tu en retires des bénéfices. Sachant que l'entraînement en excentrique a maintes et maintes fois fait ses preuves pour augmenter l'hypertrophie, même quand on est à des paliers en concentrique, ça vaut le coup de le faire. Je suis sûr que tu as remarqué un truc parce que tu es intelligent. Après tout, tu m'as lâché un pouce bleu, tu t'es abonné et tu as mis la cloche, donc tu fais partie de la race supérieure, tout simplement. Ceci est une blague, s'il vous plaît, ne m'associez pas à des concepts ou des philosophies eugénistes. Bref, en fait, la majorité du contenu fait sur le feed game se fait sans source et ou surtout sans rigueur. Je pourrais mettre plein d'exemples, plein de personnes, et ce serait sans fin. En réalité, les stupidités du feed game, j'en ai pour un demi-siècle. Parce qu'avant, je pensais que si jamais je détaillais les choses dans une vidéo bien construite, etc., les gens arrêteraient de faire l'erreur. Mais c'est pas vrai. Il y a les mêmes erreurs qui sont répétées toutes les semaines. Donc j'ai décidé de lancer une chaîne Twitch et une émission qui se fera, je l'espère, tous les jeudis soirs. Bon, il se peut que j'ai des empêchements certaines semaines, mais
on va dire que dans l'idéal ce serait le cas, qui reprendrait exactement les stupidités du feed game, parce que j'en ai plein aussi qui s'accumulent de gens qui m'en envoient. Et comme ça, je pourrais traiter un plus gros volume et je pourrais surtout venir sur de l'actualité beaucoup plus fréquemment. Bon, au départ, évidemment, je retransmettrai ça en même temps sur YouTube et sur Twitch. Mais je t'invite plus à me suivre sur la chaîne Twitch parce qu'il se peut que si vous êtes assez nombreux à la suivre, eh bien je passe partenaire. Et à ce moment-là, je ne pourrai plus faire que les lives sur Twitch. Donc voilà, si tu veux être tenu informé, ce sera mieux sur Twitch. D'ailleurs, en parlant d'exclusivité, je vais aussi lancer le programme partenaire de YouTube. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais bref, maintenant tu as un bouton soutenir en dessous de mes vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, si jamais tu payes 2,99 par mois, il me semble que c'est le prix que j'aurais fixé, eh bien tu pourras avoir accès à mes vidéos YouTube en avance. Moi, il faut savoir que j'ai très souvent un rythme de vidéos de 3 ou 4 par avance parce que j'aime bien avoir cette espèce de tampon là si jamais je pars en vacances comme ça, ou si j'ai un imprévu, ou si je tombe malade, pense au Covid, voilà, au moins elles sont là. Et du coup, je me suis dit que ce serait un avantage intéressant, voire, et je pense aussi à faire ça, des vidéos, des posts un petit peu exclusifs, genre de petits articles, de petits trucs que je trouve par-ci par-là, que je pourrais pas forcément mettre en communauté YouTube parce que je sais que ça n'apportera pas beaucoup de visibilité à ma chaîne et que peut-être les gens qui me suivent occasionnellement, ça les intéresse moins, mais peut-être que les gens qui seraient prêts à me soutenir un petit peu plus, donc peut-être un peu des choses plus personnelles ou des hypothèses ou je sais pas, des petits bouts de trucs que je retrouve dans des études mais que je trouve qui ne valent pas la peine d'être juste foutu comme ça sans qu'il y ait un travail, on va dire, de ma part d'analyse. Ça fait beaucoup d'annonces, j'avoue, mais il y avait aussi beaucoup de contenu de vidéo, donc comme ça fait un bon équilibre. Sur ce, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. C'est ultra important que tu t'abonnes parce que ça me permet en fait d'avoir plus de poids, notamment par exemple auprès des marques, etc. etc. Et ça, ça va peut-être me permettre de financer des vidéos plus ambitieuses, et si tu penses que mes vidéos en bénéficieraient, et je t'assure qu'elle pourrait en bénéficier, voilà, ça serait cool. Sinon, il y a toujours mon Insta, et puis, je t'ai déjà parlé de toutes les autres options. Prends soin de toi, et à la prochaine. Ah, et j'ai oublié le Discord aussi, n'hésite pas à venir parler avec moi, tout est en description.